Ok, bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette vidéo que j'ai intitulée Gérer l'incertitude en médecine. Je vais essayer de vous proposer un petit protocole qui va vous permettre d'être à l'aise quand on doute, quand on n'est pas sûr de soi devant un tableau clinique, qu'on soit médecin généraliste, qu'on soit interniste, qu'on soit hospitalier, qu'on soit libéral, peu importe. J'espère que ça va vous apporter de la valeur et que ça va vous plaire. Tout d'abord, l'incertitude et le doute sont inévitables, particulièrement dans notre métier. Évidemment, on n'est pas des robots, ça arrive tous les jours qu'on ait des situations douteuses, inquiétantes, autant pour le patient que pour le médecin. Mais il est évident que quand on reçoit quelqu'un, par exemple quand on est médecin généraliste, que son motif de consultation sort un peu des clous, qu'il s'agit de quelque chose d'un petit peu original, mais il est tout à fait normal qu'on ne sache pas immédiatement quoi lui répondre. Donc on va faire toute une prise en charge avec un interrogatoire, un examen physique, etc. Mais il y a bien des fois, on va se retrouver un peu au dépourvu, mais sachez que c'est tout à fait normal, et même les plus grands médecins souffrent entre guillemets d'incertitude et de doute, sauf que la différence entre les novices et eux, c'est que eux le vivent beaucoup mieux, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, de vous faire ce petit protocole, que vous puissiez le respecter à chaque fois que ça vous arrive, pour que vous puissiez le vivre mieux, notamment face à vous-même, mais surtout en regard de votre patient. Pourquoi on doute, pourquoi on est incertain? Parce que souvent le diagnostic, il n'est pas très clair, et quand on n'a pas de bon diagnostic, déjà on est mal embarqué pour le traitement, pour la surveillance, etc. etc. Donc, en médecine générale, qui est une prise en charge de premier recours, il est tout à fait normal, dans la première consultation, par moment, d'avoir un diagnostic beaucoup trop vaste et qui nous fasse un petit peu douter. Mais c'est souvent le temps, l'évolution de la maladie ou les examens complémentaires qui préciseront ce diagnostic et qui nous mettront sur la bonne piste de la prise en charge. Donc il faut savoir rester serein, faire confiance au temps, revoir le malade pour voir comment évolue sa maladie, observer les signes qu'il présente avec le temps, prescrire les examens complémentaires si besoin, et il faut savoir dans ce laps de temps tenir un peu la baraque et s'assurer à soi-même et à son patient qu'on reste quand même maître de la situation. Alors, je vous ai précisé un petit protocole de 7 petits points qu'on va voir tous ensemble pour savoir comment on gère l'incertitude et le doute dans notre métier. Tout d'abord, première chose, c'est de pratiquer un examen clinique complet et régulier. Il est évident que si on ne respecte pas cette première étape, on est hyper mal embarqué. Comment voulez-vous s'assurer d'un bon diagnostic initial quand on n'a pas de diagnostic? Pour ça, il faut impérativement faire des interrogatoires réguliers, des examens physiques, éventuellement prescrire des examens complémentaires, autant de fois que nécessaire. Ça a un rôle évidemment médical, ça a un rôle aussi social. Le fait de prendre la peine à chaque fois de revenir sur cette étape, dans les différentes consultations, chaque fois que le patient reviendra, eh bien ça assure quand même d'un certain professionnalisme et d'un certain degré d'implication du soignant dans la prise en charge du patient. Donc chaque fois que possible, on repratique un examen clinique complet, le plus souvent possible. Il y a, à mon avis, une exception à ça, c'est lorsque les gens souffrent de troubles psychologiques, psychiatriques, qu'ils somatisent. Je pense peut-être qu'il est improductif de répéter à chaque fois un examen physique qui pourrait faire penser qu'on cherche quelque chose de physique alors qu'on sait pertinemment que le trouble est plutôt d'ordre psychologique ou psychiatrique. Donc cette étape, elle est valable tout le temps. Il y a une exception, c'est chez les gens qui présentent un trouble somatoforme, un trouble psychologique, un trouble psychiatrique, pour lesquels revenir au corps à chaque fois peut être improductif. Donc une fois qu'on a pratiqué un examen clinique complet et régulier, quand on ne sait pas trop ce qui se passe, quand on est dans le doute, dans l'incertitude, ce qui est très important, c'est à chaque fois de reconnaître les signes de gravité pour éliminer une pathologie grave. Personne ne vous reprochera de ne pas avoir le bon diagnostic. Par contre,
tout le monde, particulièrement les assureurs, les patients, les familles, vous reprochera de ne pas avoir su reconnaître une pathologie grave, que ce soit par son étiologie, par ses conséquences, par ses complications, par son terrain. Et ça, ce sont les fameux drapeaux rouges qu'il faut impérativement soulever. Donc reconnaître les signes de gravité, c'est quoi? C'est savoir, est-ce qu'au niveau neuro déjà, ça va? Est-ce qu'au niveau respiratoire, ça va? Est-ce qu'au niveau hémodynamique, ça va? Est-ce qu'au niveau du rein, il n'y a pas une insuffisance rénale aiguë au moment où on examine le patient? Est-ce que le terrain est pas très très périlleux? Est-ce que c'est pas un nourrisson prématuré? Ou au contraire, est-ce que c'est pas, je sais pas, une femme enceinte? Est-ce que le signe de gravité n'est pas la conséquence d'une maladie certes bénigne, mais qui évolue très mal? Donc ça, ce sont les gros drapeaux rouges qu'il faut à chaque fois rechercher, remettre en question, et évidemment éliminer une pathologie grave. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, quand on est toujours dans le doute, l'incertitude, c'est de reconnaître les attentes et les inquiétudes du patient. Les patients sont tous différents et ils peuvent être inquiets pour des causes très très différentes. Ce qui est important à ce stade, c'est de reconnaître pourquoi le patient est inquiet. Quelle est son attente? Est-ce qu'il est anxieux pour sa santé? Est-ce qu'il craint pour sa propre santé? Est-ce qu'il craint pour lui-même? Ou par exemple, est-ce qu'il craint de ne pas pouvoir assurer son travail? Ce qui est quand même complètement différent. Il y a des gens qui viennent et dont la seule crainte est de ne pas pouvoir assurer le travail le lendemain parce qu'ils ont un poste à responsabilité, qu'ils ont une équipe qui compte sur eux, etc. Est-ce que le patient est plutôt inquiet pour sa famille, par exemple? Il y a des gens qui s'en fichent d'eux-mêmes, mais par contre, ils ont du mal à vivre l'inquiétude de l'épouse, des enfants, etc. Donc c'est très important de refaire le lien avec le patient à ce stade pour reconnaître son inquiétude spécifique qui peut varier d'un patient à l'autre. Quelle est sa plainte principale? De quoi il se plaint? Évidemment, si sa plainte principale c'est une douleur, et bien là on a tout un arsenal pour le soulager. À défaut d'avoir un bon diagnostic, on peut au minimum le soulager. De même que pour l'anxiété, si sa plainte principale c'est vraiment de l'inquiétude pour lui-même ou pour les autres, eh ben, il y a toute une anxiolyse qu'on peut mettre en route, notamment médicamenteuse. Donc, étape très importante, c'est de reconnaître les attentes du patient. Parce qu'on a beau être dans le flou, on peut facilement gérer un patient qui est simplement inquiet pour son travail, par exemple. Ensuite, à ce stade, c'est de renforcer le lien avec le patient. À mon avis, il est très important qu'on lui assure qu'on reste maître de la situation. Parce que mettez-vous à sa place, mettez-vous à la place d'un patient qui est en mal de diagnostic, qui souffre, on ne sait pas pourquoi, ça fait 2 fois qu'on va voir son médecin, on a prescrit des examens complémentaires, les résultats sont douteux, on a demandé un avis de spécialiste, mais il met du temps à avoir son rendez-vous, on ne sait pas de quoi on souffre. Et bien, à mon avis, quand on est un patient, je pense qu'il est très important que le médecin s'assure qu'il est présent, qu'il est là pour lui et qu'il gère la situation. Un truc très simple, c'est de dire à son patient, par exemple, moi c'est ce que je fais, je leur dis, vous avez bien fait de venir consulter, vous avez bien fait de revenir, parce que on va s'en occuper, vous et moi. Si vous venez, s'il se passe tout ça, c'est qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose, je ne sais pas précisément ce que c'est, mais je vous assure que je mets tout en œuvre avec vous pour mettre la lumière là-dessus. Le diagnostic, on va le faire. Votre douleur, votre anxiété, votre inquiétude, on va passer au-dessus, on va y arriver. Faites-moi confiance. Vous lui assurez de votre présence, de votre soutien, de votre force. Et puis vous lui dites évidemment que vous pouvez faire appel à des confrères, spécialistes, vous pouvez passer des coups de fil, etc. Mais à ce stade, c'est de renforcer le lien avec son patient et lui garantir qu'on reste maître de la situation. Évidemment, si ce n'est pas le cas, il faut le dire et il faut passer la main. Peut-être même à un service d'urgence qu'on appelle pour envoyer un patient parce qu'on ne sait pas ce qu'il a, parce qu'on est inquiet, s'il y a un critère de gravité. Si ce n'est pas urgent, évidemment, on a quand même le temps de passer un coup de fil à un copain, à un confrère, pour peut-être demander de recevoir le patient plus rapidement, pour lui demander conseil, tout simplement, lui présenter le tableau au téléphone, devant le patient ou le soir quand on rentre chez soi. Mais
il faut surtout renforcer le lien avec son patient pour lui assurer de notre présence et de notre maîtrise de la situation. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'expliquer à son patient son analyse. On explique les faits à la manière d'un policier. On va récapituler son dossier. Les faits et rien que les faits. On va lui dire, bon, on va refaire un point, vous et moi, vous êtes passé me voir la semaine dernière, vous aviez ça, ça et ça, une douleur ici, une douleur là. Je vous ai prescrit une prise de sang. Sur la prise de sang, j'ai vu ça, ça et ça. On énonce les faits. Et puis on dit ce qu'on sait et ce qu'on ignore. On va lui dire à ce stade si on sait son diagnostic ou si l'on l'ignore. On peut très bien lui dire le diagnostic précis, je ne l'ai pas. Je ne sais pas précisément de quoi vous souffrez. Par contre, je sais que c'est pas grave. Je sais que c'est pas une maladie mortelle. Je sais que vous n'avez aucun critère de gravité. Je sais que la biologie, elle montre une élévation des globules blancs, mais qu'elle n'est pas majeure et qu'on va avoir le temps de s'en occuper. Donc on explique son analyse et on énonce les faits en toute transparence pour que le patient sache ce qu'on a entre nos mains, qu'on partage cette information, qu'on partage la responsabilité avec lui, parce que évidemment on va dialoguer avec lui, peut-être qu'il aura des idées, peut-être qu'il aura des choses à proposer dans sa propre prise en charge. Ça, c'est toujours une très bonne chose. Ensuite vient un temps d'écoute et de questions. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Il faut, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, respecter un temps d'écoute du patient, où on ne le coupe pas, où on le laisse dérouler tout ce qu'il a en tête, et lui inciter à nous poser toutes les questions qu'il a en tête, pour qu'il reparte de la consultation non seulement rassuré, mais informé, qu'il sache où on met les pieds, en quelque sorte, et qu'on puisse se quitter en bonnes conditions. On est toujours dans le doute, on n'a toujours pas de diagnostic, mais le patient a posé ses questions, il s'est fait écouter convenablement, il s'est fait comprendre, et quand il sortira de notre cabinet, eh ben, on aura fait le job. On aura fait le job, tout le monde sera content, et tout le monde supportera le fait qu'on ne sache pas précisément ce qui se passe, parce qu'on aura fait toutes les étapes précédentes, et que le patient aura pu se faire entendre et poser toutes ses questions. Et enfin, dernière étape, avant qu'il s'en aille, on établit ensemble un plan de surveillance et on s'engage à le suivre. C'est-à-dire qu'avant qu'il s'en aille de notre cabinet, on s'assure avec lui qu'il ait un rendez-vous, qu'on le revoie dans des délais raisonnables. On peut évidemment lui proposer de nous joindre plus rapidement par mail ou par téléphone. Moi, je fais quand même très peu ça. Mais on lui propose au moins un rendez-vous dans des délais raisonnables, la semaine suivante, ou alors peut-être 2 jours plus tard, mais on lui propose ce rendez-vous et on lui indique quel contact appeler si il y a quelque chose de grave immédiatement. On lui indique le numéro du 15, du SAMU, on lui indique le service d'urgence à proximité, s'il y a quelque chose d'intercurrent, de grave, une décompensation inattendue avant le rendez-vous qu'on lui propose. Et on le rappelle qu'on s'engage à le suivre, à le soutenir, etc., etc. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il manque des choses, s'il y a des choses que vous verriez en plus. Si ça vous a plu, je vous invite à me mettre en commentaire, à liker cette vidéo, à me suivre sur Instagram. Et je vous souhaite bon courage, à bientôt.